Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme, puisque c'est vous qui composez entièrement, vous le savez, le programme de cette libre antenne. Un seul numéro pour nous joindre, le 3921, où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Théo, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission, et de Régis également. Ils sont deux ce soir en régie. Et puis pour toutes vos réactions, eh bien vous avez les courriels sur le site europe1.fr, les SMS au 7 21 21 code nuit. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous attendez un bébé, vous êtes oui. Enceinte de 4 mois. 5 mois. Bientôt 5 mois, d'accord. Et ça fait 1 an que je suis avec le futur papa. Oui. On doit se rejoindre d'ici 1 mois pour habiter ensemble. Et, oui, jusque-là, vous étiez chacun de votre côté. Hein. Voilà, assez loin. Et en fait, on a précipité beaucoup les choses parce que j'ai déjà une fille aussi de mon côté. Oui. Et que du coup, on a fait une procédure d'éloignement qui était très difficile. Et puis c'est quoi c'est quoi une procédure d'éloignement? Pour réclamer d'avoir la garde plus souvent parce que c'est loin et je pourrais pas transmettre ma fille tous les week-ends en fait à son papa. Donc j'ai demandé au juge à avoir la garde sur de plus longues périodes. Donc, voilà. Oui, vous avez actuellement la garde, mais étant donné, c'est vous qui allez vous déplacer. Voilà, je me qui déplace. Allez rejoindre votre compagnon. Voilà. D'accord. Donc j'éloigne de son papa déjà. D'accord. Elle a quel âge votre fille? 3 ans. 3 ans. Donc c'est très difficile, très douloureuse. Ce n'est pas fini, mais donc pour l'instant le juge a accepté mon déplacement. Et donc on a été pris un peu dans le tourbillon. Et puis moi j'ai précipité beaucoup les choses, la relation, parce que j'avais besoin, je pense, de passer à autre chose. Quand vous dites que vous avez précipité, c'est dans quel sens? Eh bien, en fait, lui, il était pas forcément, emballé par notre histoire. Enfin, je sais pas comment dire. Il m'aimait beaucoup, mais il savait pas trop comment ça allait continuer. Enfin, il a quand même poursuivi. On a gardé contact régulièrement. Oui. Mais je le relançais beaucoup. Oui. Je lui ai demandé beaucoup d'attention et d'amour qu'il m'a donné, mais toujours un peu à ma demande quand même. Et puis, je lui ai parlé très tôt que je voulais redevenir maman. Et il a dit qu'il n'était pas prêt. Oui. Et puis, ensuite, j'ai arrêté de prendre la pilule. Et je suis tombée enceinte. Oui. Et donc lui, ça lui a un peu fait un choc. Mais il l'accepte finalement. Et il veut quand même être papa. Mais c'est vrai que, disons que je me réveille un petit peu et j'ai peur. Ça me fait un peu peur tout ça. C'est vrai que je crois que lui, il me dit que malgré tout, il est content et il est heureux qu'on soit ensemble et il veut bien prendre cette responsabilité, même s'il l'a pas choisi tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, moi, je crois que je culpabilise et puis j'ai vraiment peur de la suite et surtout qu'il me dit depuis le début que je suis pas un grand amour, enfin le grand amour qu'il ait connu. Mais disons que par rapport aux patients qu'il a connus avant, au moins il a pas peur
que ça finisse mal, en fait. C'est Mais quand il important. me dit ça, ça me fait très peur, en fait. Je sais pas, je me sens pas légitime, enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si... C'est comme si... comment dire... disons que j'ai l'impression, j'ai peur de gâcher sa vie, qu'il me quitte aussi pour finalement quelqu'un qui l'aime plus, quoi, vraiment. Pour moi, je sais pas en fait si quelqu'un peut faire comme ça sa vie avec quelqu'un qui l'aime moyennement, en fait. Lui, il me dit que si, Mais il vous le dit pas de cette façon-là. Il vous dit pas qu'il veut faire sa vie avec vous en vous aimant moyennement. C'est vous qui êtes en train d'échafauder, d'élaborer tout ça. Oui, peut-être bien. Vous vous en voulez finalement d'avoir précipité les choses, Oui. y compris avec la venue de ce bébé. Oui, mais au fond, il a une réaction plutôt très positive vis-à-vis de ce bébé. Oui, très positif. Il n'a pas d'enfant, lui, de son côté. Non. Oui. C'était pas dans ses projets. Oui, c'était pas dans ses projets, certes, mais au fond, quand vous lui avez annoncé votre grossesse, il a accueilli positivement. Et ça se confirme. Et positivement, oui, il prend cette responsabilité, mais c'est pas de, en fait, on va dire, c'est pas de gaieté de cœur. Enfin, c'est pas comme normalement. Tant mieux, je suis avec la femme que j'adore, que j'aime, avec qui je veux un enfant. Et enfin, vous voyez, je l'ai un peu pris comme ça de court et je sais pas, je me dis, je l'embarque dans quelque chose et ça se trouve, ça aurait pas dû être moi. Vous vous sentez pas légitime. Voilà. Ouais. Oui, et je suis en train de gâcher un petit peu les choses parce qu'à chaque fois, je lui demande des preuves qu'il va m'aimer toujours et il peut pas me les donner parce que pour l'instant il est bien comme ça, mais c'est ce qu'il vous dit, c'est que il a peut-être vécu des passions auparavant, mais regardez, ça n'a pas duré. Oui. Alors qu'avec vous, il se sent bien et il vous a même dit que il sentait que c'était quelque chose qui pouvait durer. Oui, c'est ce qu'il dit quand même. Oui, c'est très positif, ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très positif. Parce que justement, il y a peut-être pas, il se perd moins dans cette relation-là, au fond. Vous savez, c'est peut-être moins intense en termes de sentiments passionnel, il est pas forcément dans la passion. Ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas des sentiments pour vous. Oui, il dit qu'ils sont forts et profonds quand même. Et oui. Je devrais m'en satisfaire, mais j'ai du mal à me dire qu'on puisse moins aimer quelqu'un avec qui on va avoir un enfant. Enfin, je me dis que ça aurait dû être les autres d'avant, les autres filles. Enfin... Pas forcément, Christelle. Parce que justement, vous torturez là. Les autres femmes pouvaient être des femmes justement avec qui on vit une passion, avec qui on vit quelque chose de très fort, où on est dans le lien amoureux, dans le lien charnel, mais avec qui on ne construit pas forcément. Avec qui, finalement, en dehors de la passion, on n'arrive pas à transformer, voyez, en autre chose. Alors qu'avec vous, c'est peut-être plus doux, plus tranquille. Mais justement, c'est quelque chose qui le sécurise plus. Oui, c'est ce qu'il me dit, mais... Où il est plus à même même si c'était pas son projet. Il a quel âge, cet homme? Ouais, il a 39 ans quand même. 39 ans? Et vous? J'ai 33. Oui. Ouais. Donc, voyez, il arrive aussi à un moment de sa vie où peut-être que jusque-là, il ne s'était pas posé. Peut-être que il avait besoin, il était dans une quête comme ça de relations très fortes, très intenses. Mais peut-être qu'il y avait une partie de lui qui restait insatisfaite. Et qu'avec vous, il découvre un autre mode de relation. Alors, il y aura peut-être justement cette dimension de la passion qu'il n'a pas avec vous, mais où il va découvrir autre chose.
Vous allez lui apporter autre chose. Et on peut aimer sans être dans la passion, hein. Disons que je me dis que s'il y a des difficultés après dans le sein du couple avec l'enfant, c'est plus facile s'il y a eu l'étincelle, le désir fort, l'envie d'être avec l'autre, là. Mais l'envie d'être avec l'autre et avec l'autre vraiment pour ce qu'il est réellement et pas pour ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme de lui, ce qui est souvent le cas dans la passion. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez continuer à fonder ensemble. Je ne sais pas quel était vous le type de relation que vous aviez eu jusqu'à présent, notamment peut-être avec le père de votre petite fille, puisque vous vous êtes séparés, elle était petite. Si elle a 3 ans, ça fait déjà un an que vous êtes avec cet homme-là, qui va être le père de ce bébé. Donc ça veut dire que vous vous êtes séparés tôt avec le père de la petite. Quelle relation aviez-vous avec lui? Oui, habituellement, je ne pouvais pas rester avec quelqu'un si la passion n'était pas là dès le début. Et ah oui. Pour moi, oui, c'est. D'accord, vous aviez besoin aussi. Il n'y a pas d'amour sans passion. Au départ, non. Je me dis, s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que tout, après, ça se transforme. Je sais qu'après, il faut que ce soit plus construit, plus posé, mais disons que, oui. Et vous éprouvez de la passion, vous, pour cet homme? Oui, absolument. D'accord. Oui, c'est pour ça que vous vous sentez, du coup, en décalage et que ça vous fait souffrir. Oui, ça me fait beaucoup. Vous avez l'impression, du coup, qu'il vous aime moins que vous ne l'aimez. Oui. Oui. C'est pas sûr. Ça s'exprime pas de la même façon. Simplement. Mais je comprends mieux maintenant, c'est-à-dire que si dans votre conception de l'amour, il n'y a pas d'amour sans passion, du coup, vous en déduisez que cet homme ne vous aime pas, ou pas vraiment, pas assez. Ouais. Puis ce qui est terrible, c'est que je suis jalouse horriblement de ces anciennes relations. Oui, vous en parlez, en tout cas, je savais pas que ça vous... Ça me met des flèches dans le cœur et je me sens vraiment pas terrible à côté d'elle, quoi. Vous les connaissez? De vue comme ça, mais j'ai beaucoup de colère dès qu'il m'en parle et. Il vous en parle souvent? Assez souvent, oui. Mais il vous en parle de quelle façon? De façon comme quoi c'est du passé. Bon. Mais que c'est vrai que il me dit quand même qu'il a vécu des choses fortes et longues avec elle, en tout cas. Et à la rencontre, quand il me décrit leur rencontre, ça me paraît, j'aurais envie qu'il me parle de moi comme ça, en fait. Mais c'est pas le cas. Avec moi, il y a rien, en fait. C'est pas qu'il y a rien. Il me dit vraiment, je t'aime souvent, Il vous dit qu'il vous aime? Oui. Oui, j'ai pas besoin de le pousser. Et, voilà, il a toutes les attentions du monde. Je devrais être la plus heureuse, mais c'est vrai que, je sais pas comment dire, à notre rencontre, il disait qu'il avait envie de continuer, mais il disait pas j'ai flashé sur toi. Même il dit physiquement, t'aurais pas été la fille vers qui je serais allée, quoi. Ça me fait très mal d'entendre ça. Disons que... Oui, il disait ça au début, j'imagine. Oui. Il ne dit plus aujourd'hui. Non, il dit que... après, il dit moins que il y a eu un moment où il m'a dit que j'avais des beaux yeux, que j'étais jolie. Maintenant, il le dit déjà moins parce que c'est pas quelqu'un, qui va exposer beaucoup, mais malgré tout, il dit toujours que je lui plais et que j'ai un physique agréable. Mais c'est vrai que, je sais pas, pour moi, c'est comme si je le croyais à moitié, quoi. Mais moi, ce que j'entends, Christelle, c'est que cet homme, surtout, semble avoir évolué, semble avoir mûri. Oui. On n'est pas le même ou la même dans sa façon d'aimer selon les moments de notre vie.
Et peut-être qu'il a eu une période où effectivement il y avait un type de femme qui l'attirait et un type de relation avec ces femmes-là. Et il peut dire, ça peut arriver, c'est-à-dire on peut tomber très amoureux d'une femme ou d'un homme qui, à première vue, n'était pas notre type d'homme ou notre type de femme. Je pense que c'est simplement ce qu'il a voulu vous dire. Simplement vous semblez tellement douter de vous que vous le prenez et vous comparez à ces autres femmes comme si vous aviez quelque chose en moins. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à susciter chez lui le désir qu'elles ont pu provoquer chez lui. Ouais. Voyez, vous vivez comme inférieur à elle. Oui. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que elle, ça a été une passion, mais qui n'a débouché au fond sur rien. Ben, c'est pas lui qui les a quittés, c'est elle, quoi. Si elle, après. Oui, voilà. mais peu importe. La relation, elle s'est arrêtée. Oui, mais parce que du coup, il est cassé, il est déçu. Enfin, mais c'est pas. Enfin, c'est comme par protection qu'il est avec moi. Pour moi, c'est pas. C'est parce que il a peur de souffrir de nouveau. Enfin. Il a été déçu par cette femme-là ou ces femmes-là. Il pourrait très bien à ce moment-là, Christelle, se chercher une autre passion. Mais le problème, Christelle, c'est que... Ça lui fait peur. C'est parce que ça lui fait peur qu'il est avec moi, c'est tout. Oui, non, mais Christelle, si vous pensez ça, effectivement, c'est problématique, parce que si vous pensez qu'il est avec vous par défaut, oui, et que vous êtes là pour compenser, pour combler ses peurs, ça veut dire que vous dépréciez complètement la relation qu'il a avec vous, et du coup vous êtes en train de faire du mal, et ça va créer un climat assez malsain dans votre relation, parce que vous allez toujours avoir besoin d'être rassuré par lui, et ça va devenir un peu oppressant. Ouais, je sais. Alors, il faudrait comprendre pourquoi vous avez une estime de vous aussi basse. Et peut-être que justement, vous aviez besoin de passion pour vous sentir vraiment exister dans les yeux de l'autre et importante. Oui. Et que ça venait compenser un peu cette image, au fond, si négative que vous avez de vous-même. Et là, vous tombez sur un homme qui lui a évolué, qui peut-être est aujourd'hui plus mûr dans ses relations, et vous vous dites, non, il est avec moi, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Donc vous dénigrez l'amour qu'il vous porte et la relation que vous êtes en train de vivre. Oui, j'ai peur que ça prenne vraiment trop de place et que je gâche tout. Ben oui, parce que déjà vous angoissez, vous torturez, et puis dans ces cas-là, ça c'est un poison dans la relation, parce que quand on se dénigre autant que vous le faites, on finit par se dénigrer aussi directement auprès de l'autre. On finit par lui dire finalement, pourquoi tu es avec moi, je comprends pas. Alors l'autre, il va être rassurant un temps. Hein, il va vous rassurer un temps, et puis à un moment il va en avoir marre. C'est humain, ça. Ouais, et puis vous semez le doute au bout d'un moment. Vous voyez, si il y a dans une relation, il y a des moments forcément un peu de tension, de crise et autres, et à force de se montrer toujours de façon un peu masochiste, finalement, toujours sous ses mauvais aspects, de mettre en avant sans arrêt les défauts que vous pouvez avoir, et l'autre, vous lui mettez sous le nez un miroir grossissant de tout ce qui va pas chez vous. Oui, c'est très maso. Il faut beaucoup, je me contrôle pour arriver. Non, alors Christelle, c'est pas par contrôle, hein. Je crois que là vous êtes enceinte, j'allais dire, c'est peut-être pas le moment, quoique, mais je crois qu'il faudrait travailler sur cette image que vous avez, sur cette estime de vous-même, et donc par répercussion sur la confiance en vous-même que vous n'avez pas, et qui se répercute dans vos relations, dans votre relation de couple là.
Vous croyez qu'une thérapie peut rétablir une confiance en soi? Ah ben ça aide à avoir une vision un peu plus réaliste de soi-même, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense pas toujours pareil. J'oscille entre une forte assurance, en fait, et une dévalorisation totale, en fait. C'est assez fatigant, en fait. Et donc, il y a des fois, ça va, mais je m'enflamme, du coup, et je suis sûre de moi, je lui dis tout ce qu'il y a de positif, et il y en a beaucoup. Et puis, comme lui, il me renvoie pas forcément la même chose, hein, peut-être parce il communique pas de la même façon, ça, j'essaye de l'intégrer. Oui, mais enfin, vous voyez que vous êtes toujours dans l'excès. Soit c'est très bas, soit au bout d'un moment, vous dévorez le monde, là. Ouais, c'est ça. Hein, on n'est jamais à la bonne mesure. Oui. Je vais vous lire des réactions, parce qu'il y en a nombreuses qui arrivent pour vous au 7-21-21. Il y a Anita qui dit « Vous avez rencontré apparemment un homme très respectable qui, avec vous, trouve la sérénité, et c'est peut-être plus durable que la passion. » Dit avec beaucoup de sagesse Anita. Un autre message également qui dit « Rassurez-vous, Christelle, j'ai votre âge, j'ai eu un mariage très passionnel qui s'est terminé très très mal. Alors j'aspire aujourd'hui à vivre ce que vous vivez. » Agnès qui dit « Un amour qui se construit jour après jour, fait de confiance et d'attention quotidienne, est plus fort et plus vrai qu'une passion feu de paille. » Inès qui dit « Vous parlez de lui comme si vous l'aviez volé, mais il sait ce qu'il fait et il vous aime à mon avis. » Et Inès dit « La passion au secours. » Notre message qui dit « Après 40 ans, je vis depuis 6 mois la première relation non passionnelle de ma vie et c'est la plus belle. Alors restez zen et prenez soin de vous et de votre grossesse. » Et puis attendez, est-ce que non, Julia nous écrit sur le site europe1.fr pour dire « Un amour qui n'est pas passionnel au début peut être plus équilibré, plus posé et parfois plus solide. En revanche, votre jalousie vous gâche la vie, mais lui, je suis certaine qu'il vous aime, mais c'est vous n'y croyez pas, quoi. C'est vous qui ne vous aimez pas assez. » Alors Jean-Pierre, il dit « La passion n'est-elle pas quelque chose de dangereux ?» Il dit « Quand je pense à la passion du Christ, c'est affreux. » Jean-Pierre qui blasphème. On le laisse. Je plaisante, bien sûr. Il y a également Anne qui nous écrit en disant profitez des bons moments. De toute façon, votre passion à vous peut déteindre sur lui à force de patience et d'amour, puissance 20. Donc vous devez avoir davantage de confiance en lui et en vous, nous dit Anne. Voilà. Et il y a Brigitte qui pose une question qui dit est-ce qu'il est parfois dévalorisant vis-à-vis de vous? Jamais. En plus, même vous voyez. Oui, en plus, même quand je lui fais des fois un peu des reproches parce que quand je doute comme ça, je lui dis mais voilà, je leur mets un peu la faute sur lui et il est toujours très patient et très tolérant. Donc, bon. Donc je crois que c'est plus vos démons à vous, vos peurs qui peuvent être réactivées par le fait que vous êtes vous savez, dans une histoire, on dit toujours faut être deux dans une histoire, évidemment, pour la vivre. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un qui on n'est pas toujours accordé. Il peut y en avoir un qui, au départ, va y mettre plus d'énergie, plus de désir, qui va plus s'investir. En l'occurrence, Christelle, c'est vous le dites. Cet homme, lui, regardez, il s'est pas jeté sur vous. Vous voyez, ça colle pas avec votre version quand vous dites il en avait marre, de la passion. Il aurait pu dire tiens voilà, j'ai rencontré Christelle, maintenant elle va m'apporter de la sérénité, de la sécurité. D'autant plus que quand vous l'avez rencontrée, il y avait votre petite fille, vous étiez en pleine procédure avec le père de votre petite fille. Enfin, c'était pas particulièrement calme. Non, il traverse vraiment beaucoup de courage. Bon. Tout ce qui Voilà, il aurait pu fuir en courant en disant voilà, vraiment compliqué, je préfère avoir une femme qui est libre, enfin qui a pas toutes ces difficultés là. Bon, c'est vous qui avez mis beaucoup d'énergie, qui avait pris beaucoup d'initiatives. Il se trouve que après tout, cet homme, vous étiez vous très amoureuse de lui, donc vous vous êtes donné les moyens
de vivre une histoire avec lui. Vous voyez, ça veut dire que quand vous voulez quelque chose, vous avez l'énergie, la volonté et la motivation pour aller au bout de votre désir. Il faut plutôt le voir en positif. Bon, cet homme, il s'est pas laissé faire. Hein, c'est que au fond, lui, il trouvait aussi son compte dans cette histoire. Et il s'est laissé prendre à l'histoire. Vous aviez, un désir d'enfant très fort que lui n'avait pas, ou moins. Bon, il n'empêche que vous lui avez dit que vous vouliez un enfant. Si vraiment il n'avait pas voulu d'enfant, il aurait pu à ce moment-là être très méfiant. Un homme qui veut pas d'enfant, vous voyez, à un moment il peut aussi avoir les moyens d'être dans l'évitement de multiples façons. Oui, surtout que vous ne vivez pas ensemble, je précise. C'est pas comme si vous étiez tous les jours sous le même toit. Bon, ne vivant pas ensemble, les fois où vous vous voyez, il aurait pu être prudent. Bon, donc il savait que vous aviez un désir d'enfant très fort et que par conséquent, c'était aussi le prévenir que ce désir pouvait tout déborder. Bon, effectivement, la grossesse arrive. Il prend pas ses jambes à son cou, Non. Bon, il est là et il ne vous dit pas, il ne vous dit pas, j'assumerai par rapport à cet enfant, mais entre nous, ça s'arrête et je ne veux plus qu'il y ait rien. Non, il dit pas ça. Il dit, je suis là. Oui. Donc, comme le dit encore un autre message chez quelqu'un, là, au 7-21-21, code nuit, qui dit, vos démons à vous sont capables de tout gâcher, alors combattez-les parce que cet homme est une merveille d'accepter une grossesse qui, au départ, n'était pas désirée par lui. Ce qui ne veut pas dire que cet enfant, ça sera pas un père merveilleux pour cet enfant et un merveilleux compagnon pour vous, Parce qu'on peut au départ ne pas désirer la grossesse, ça veut pas dire que quand l'enfant est là, on n'aime pas très fort cet enfant là. Voyez? Oui. Bon. Oui, je crois. Et puis un autre message, c'est Chiquita qui nous écrit aussi pour dire une grossesse est un moment de grande fragilité. S'y ajoutent les angoisses d'organisation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie en ce moment pour votre premier enfant. Ne gâchez pas votre bonheur dans une quête compliquée. Là où vous avez des fondations pour une belle vie et une nouvelle vie. Comme dit Chiquita, la passion ça va un temps. Et je crois qu'effectivement maintenant, Christelle, il faut essayer de regarder devant. Je sais que c'est facile à dire quand on se trimballe. C'est difficile de vivre l'instant présent et l'avenir, mais ce bébé, il symbolise l'avenir et l'avenir aussi de votre relation. Donc, ces ex, c'est le passé. Il vous dit lui-même. Alors qu'il y ait des moments où ils vous disent, oui, on a vécu des choses très fortes. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est le passé. Et que le présent et l'avenir, c'est vous qui le représentez, Christelle, vous, et avec l'enfant de cet homme que vous portez. J'ai peur que la maman aussi, encore une fois. Ce sont vos peurs, Christelle. Ouais. Et ça, il faut, à ce moment-là, cet homme aurait pu vous dire, je serai là pour l'enfant, mais voilà, en tant que couple, non. Oui. Donc, je crois que ça serait important quand même d'en parler. Il a gardé pour votre bonnes image. Relations avec son ex, et c'est très difficile pour moi, du coup. Au début, j'avais pas du tout confiance. Maintenant, j'essaye parce que c'est vrai que j'ai vu que ça devenait très conflictuel, le fait que je redoute ses contacts avec son ex. Et du coup, j'essaye de me forcer à bien parler d'elle, en fait, et je vais bientôt la rencontrer. En fait, il faut que je fasse un effort sur moi aussi là-dessus. Dites-vous, Christelle, que c'est peut-être elle qui va vous jalouser avec votre joli petit ventre rond et de se dire, voilà, nous on n'avait qu'une grande passion, n'empêche que c'est elle qui attend un bébé avec lui. Ça remettra peut-être les pendules à l'heure. Et cessez de vous dévaloriser au moins. Oui, d'accord. Ça, je sais que c'est pas parce que je vais vous dire ça que, paf, d'un coup de baguette magique, ça serait merveilleux. Mais travailler, je sais pas, c'est peut-être pas le moment maintenant, mais il y a des choses à comprendre sur vous. Vos fragilités, elles viennent aussi, semble-t-il, de cette très mauvaise image que vous avez de vous-même. Qui vous font voir les autres femmes comme des rivales, qui vous font sublimer la passion, qui vous font penser qu'il y a pas d'amour hors de la passion. Je peux vous dire que si. Oui, et aussi valable que quelque chose de très... Tout autant, si ce n'est plus. Plus, d'accord. Merci. Prenez soin de vous, Christelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos
confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Sting, Soul Cake. Un petit message d'Anita qui arrive au 7 21 21, encore pour Christelle, qui dit: n'oubliez pas, Christelle, qu'il vaut mieux être la dernière que les premières, travailler pour être toujours cette dernière. Et puis Michael qui dit: bonsoir, j'ai 21 ans et ce matin, ma copine a mis au monde notre princesse Noah. Alors je suis de tout cœur avec cette maman et j'espère qu'elle vivra notre rêve, dit Michael. Félicitations et bienvenue à cette petite Noah. Et parlant justement de bébé, Georges me dit la petite Louane, c'est sa petite fille, va fêter ses 1 an le 19. Voilà, donc Georges, heureux papy. Et Georges qui se demande pourquoi Fifi a désormais besoin de l'aide de Régis en régie. Il dit: il n'y arrive plus tout seul avec ses petites manettes. Il se fait vieux l'ami Fifi ou quoi? Mais non, mais Régis est là, c'est son bodyguard. Voilà, Fifi a un tel statut maintenant, a tellement de fans et tout, qu'il vient avec son bodyguard. Et oui, moi j'en ai pas, mais Fifi en a un. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. On accueille maintenant Alexia. Bonsoir Alexia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'ai 28 ans. Oui. J'ai une petite fille de bientôt 4 ans. Et en fait, donc j'essaie d'être assez concise parce que c'est un peu compliqué. Je vous remercie. Voilà, donc je vais faire un peu chronologiquement, comme ça sera peut-être plus simple. Donc en août 2008, l'année dernière, donc je me suis séparée du papa de ma fille. Donc ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Oui. Et donc je suis restée à peu près 15 jours célibataire. Et j'ai entamé une nouvelle relation avec quelqu'un que je connaissais déjà auparavant. Donc cette personne maintenant a 40 ans et a une fille de 7 ans aussi. Voilà, donc au début c'est très bien. Et en fait, tout de suite on m'a dit que c'était sûrement une personne de transition, comme après chaque séparation. Donc voilà, donc c'est un peu allé vite dans le sens où les gens nous ont dit prenez votre temps. Il est avec moi en février 2009 et en fait après sont venus se greffer pas mal de problèmes, donc des problèmes avec j'ai eu quelques soucis avec sa fille que j'ai pas très bien accepté au début. J'ai eu un peu de mal assez vite. Et donc là, ça allait faire 1 an là. Juste pour vous dire, ça allait faire 1 an, donc au mois d'août là qu'on était ensemble. Mmh. Et il s'est passé énormément de choses. C'était très chaotique en 1 an là, jusqu'à août 2009 là. Donc il y a eu des problèmes avec sa fille qui sont plus ou moins amplifiés. Il y a eu des tromperies de ma part. Il y a eu le fait aussi que je ne buvais pas du tout avant de le rencontrer. Je me suis mise à boire beaucoup, tous les jours, beaucoup plus en soirée. Et puis en mois de mars 2009, j'ai commencé à avoir une envie pressante de bébé, alors que effectivement tout était déjà allé très très vite entre nous. Voilà, donc tout ça a fait que au mois d'août, là, donc juste avant nos 1 an, il a décidé de mettre un terme à notre relation, début août, là, donc il y a quelques mois. Après justement une soirée de famille, dans sa famille, où alcoolisée pour ma part, où j'avais tenu de nouveau des propos désobligeants, voilà. Et même il a été arrivé à un stade où lui il me disait que il fallait qu'il mette un terme pour lui parce que c'était une question de survie autant pour lui physiquement que mentalement. Il était un peu arrivé au bout. Donc, oui, en 1 an, dites-moi. Voilà. Donc ça passé énormément de choses là, oui. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'était très chaotique. Et oui. C'est vrai qu'en 1 an, ça a été très vite. Même de toute façon, concrètement, le fait qu'on s'installe ensemble, ça a été vu aussi. Même après, je veux dire, après ma séparation du papa de ma fille, c'est vrai qu'on s'est très vite mis ensemble. Et c'est vrai que j'avais eu
au début quelques appréhensions parce que je me suis dit c'est vrai, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. J'ai quand même mis du temps à faire mon deuil de cette séparation, tout en étant avec cette nouvelle personne. Et c'est vrai que bon, après tout ça allait vite. Donc au mois de février, il est venu s'installer chez moi. Et c'est vrai que tout ce qui s'est greffé autour, les problèmes avec sa fille, alors qu'il a très bien accepté la mienne. Et puis l'alcool qui n'a rien arrangé. Maintenant, vis-à-vis des tromperies, l'alcool a joué. Maintenant, ce n'est pas, c'est pas une excuse, c'est pas tout. Je peux non, pas mais tout remettre. vous alliez mal parce que c'est quand même pas anodin, Alexia. Vous êtes avec lui depuis peu de temps. Vous parlez de tromperie, de consommation d'alcool. Enfin, tous ces comportements comme ça très compulsifs masquent quand même certainement beaucoup d'angoisse. Oui, beaucoup d'angoisse. Justement, moi, je pense que c'est aussi la séparation du papa qui a été aussi difficile à gérer pendant, on va dire, pendant à peu près 6 mois, on va dire. Parce qu'après... oui, mais après, vous séparez du papa, comme vous dites, et 15 jours après, vous êtes avec cet homme. Tout va très vite. Voilà, on a l'impression que vous pouvez pas... Vous voyez, il faut que tout s'enchaîne, quoi. Vous pouvez pas être dans le vide. Oui. Enfin, le vide est angoissant pour vous. Oui. Par contre, c'était une personne que je connaissais déjà d'avant par rapport au cercle d'amis qu'on avait. Je le connaissais déjà depuis à peu près le même temps que j'étais avec le papa. Ça faisait très très longtemps qu'on se voyait. Bon, on se voyait pas très souvent. Et c'est vrai que en plus le papa m'a quitté quand j'étais en vacances par téléphone. Donc bon, c'était encore plus difficile à gérer. Donc quand je suis rentrée justement, on a eu une dernière explication. J'ai eu une dernière explication avec le papa et après, je suis allée voir cette personne. Donc, c'était pas anodin non plus. J'avais envie de voir cette personne, justement, qui me plaisait sûrement déjà avant, ça c'est sûr, voilà. Sans il y avait rien eu avant, hein. Il y avait avec cette personne, hein. C'était très amical. Mais si j'étais la voir, c'est pas non plus, voilà, on m'a dit c'est sûr que c'était pas anodin. Maintenant après, moi, dès le lendemain, je m'étais quand même posé des questions, quoi, parce que je me suis dit, de moi-même, hein, je me suis dit, mince, est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que, voilà, donc après, il y a les échos des autres gens qui me disent, beaucoup de gens ont dit, mais comment ça se fait? Qui n'ont pas compris. Après, c'était une personne de transition, on m'a dit, parce qu'après une séparation, en général, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour soutenir la personne, voilà, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis finalement, mais qu'est-ce qui fait que vous, par exemple, cette consommation d'alcool, ça vous était déjà arrivé auparavant? Non, pas du tout. Enfin, très 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 peu, ou alors une bière, mais franchement, par exemple, en 7 ans que j'étais avec le papa, non, pas du tout. Et qu'est-ce qui fait à ce moment-là que l'alcool a pris cette importance? Parce que lui aussi boit, en fait, mais comme j'ai dit, j'ai expliqué à notre entourage, c'est pas lui qui m'a incité, pas du tout, c'est moi, c'est de mon propre chef. Alors, je pense pas, avec le recul, que j'ai voulu lui prouver quelque chose, non. C'est plus que je découvrais quelque chose, en fait, avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus à l'excès, quoi, en fait. C'était cet aspect enivrant, voilà, un peu comme, on va dire, c'est un peu caricaturé, mais un peu une ado qui découvre, voilà, qui découvre, voilà, cet effet euphorisant, désinhibant, voilà, dire plus facilement les choses. Et c'est peut-être aussi pour ça que certaines circonstances, en fait, je me suis un peu plus désinhibée que j'aurais dû, et qui fait que, par exemple, au Nouvel An qu'on a passé ensemble, j'ai embrassé quelqu'un et je l'ai trompé de nouveau avec cette personne en mai. Voilà, donc ça allait plus loin en mai. Et donc il était passé sur ce qui s'était passé au Nouvel An, alors que c'est quelqu'un qui a 40 ans, qui a beaucoup de principes, quelqu'un de très droit, honnête, vraiment une perle, on va dire. Et c'est vrai moi je savais déjà qu'en lui disant ça au Nouvel An, pour moi, je pensais pas qu'il reviendrait déjà là-dessus. Pour le connaissant déjà ses principes, il est passé dessus. Il est passé sur la tromperie. Et en fait, quand on s'est séparés la mi-août, là, il y a quelques mois, là, mi-août 2009, quand il m'a dit qu'on faisait un break, le soir même, en fait, je suis allée voir quelqu'un d'autre pour parler, un homme. Et
lui il considère ça comme une deuxième tromperie, alors que dans ma tête et dans la tête de cette personne, j'étais célibataire en fait. Vu qu'il m'avait dit que c'était un break, donc c'était plus ou moins fini à ce moment-là. Donc voilà. Donc je cherchais quand même à combler sur le moment. Mais oui, mais on voit bien, Alexia, que finalement, vous pouvez pas rester seule. Vous voyez, il vous parle de break, le soir même, vous rencontrez un homme avec qui vous parlez et vous passez la nuit avec lui, si je comprends bien. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais on voit bien, il y a quelque chose de compulsif. Oui, tout à fait. Vous pouvez pas rester seule, il y a un manque terrible, il y a une... on a l'impression que vous ne pouvez pas être seule. Il vous faut toujours quelqu'un, un homme dans votre vie. Par contre, oui, il y a toujours eu ce jeu beaucoup plus avec, je dirais pas comme dit, je n'aimais pas tout ce de l'alcool, hein, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce jeu de séduction avec l'alcool, beaucoup plus qu'avant. Oui. Ce jeu de la séduction avec les hommes. Oui. Le papa avec qui j'étais, le papa de ma fille, je l'ai trompé aussi une fois. Donc ça remonte à longtemps, mais bon, j'ai quand même, pour dire, j'ai quand même trompé une fois. Il était passé dessus aussi, hein. Bon, donc voilà, après on a eu une fille, et c'est vrai que. Et quand vous dites que justement quand vous trompez comme ça, c'est dans quel état d'esprit? Vous parlez de jeu de séduction, c'est-à-dire que vous avez besoin de savoir si je lui plais. Alors vous voulez savoir si vous plaisez. Voilà, oui, je pense que c'est ça. Et vous avez besoin de, c'est juste ça, parce que finalement, vous n'êtes pas, il y a des signes qui vous montrent généralement que vous plaisez, sans forcément devoir coucher avec l'homme. Oui, effectivement, oui. Après, et ça peut être parce que vous en avez envie aussi. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais je dirais, moi j'ai toujours eu un peu avant ce jeu. Enfin, je pense que tout le monde, voilà, justement, essaye de voir s'il y a des signes des fois quand on est en couple, si on peut plaire, mais sans aller plus loin. Oui. Ça fait plaisir, voilà. Mais j'ai toujours eu ce petit jeu, on va dire. Enfin non, plutôt de voir des signes, ça fait toujours plaisir. Maintenant c'est vrai je me suis rendu compte qu'avec l'alcool. Maintenant, après un an, oui, beaucoup plus. Ça vous désinhibe, évidemment, l'alcool désinhibe. Ah, oui. Là, c'était totalement... Et puis, il y a des fois, je me souvenais carrément pas de plus ce que j'avais dit, ou ce que j'avais pu faire, laisser sous-entendre. Donc, effectivement, quelqu'un qui... Voilà. Alors, effectivement, l'alcool ne m'a pas aidé. Maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, je reviens au break. Maintenant là, on devait faire un break. On devait faire un break d'un mois pour se remettre les idées au clair. Vu que lui, il a pris comme une deuxième tromperie. Dès qu'il m'avait annoncé que c'était fini, que j'allais voir quelqu'un d'autre, il avait pris ça comme une deuxième tromperie, alors que moi, dans mon état d'esprit, c'était pas tout à fait la même chose. Ce break, au fait d'un mois, on a tenu 2 jours sans se voir. Donc voilà. Donc tout en réfléchissant à ce qu'on faisait aussi quand même. On pouvait pas se passer l'un de l'autre. Les sentiments sont là en fait. C'est ça en fait. Et alors, quel est le problème aujourd'hui? Vous êtes ensemble aujourd'hui ou? Oui, on songe à se remettre ensemble, alors que, comme dit, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit prenez un appartement chacun et voyez que moi je me stabilise plus dans le domaine professionnel, que ça nous permet plus de réfléchir et comment dire, pour moi à l'heure actuelle, j'ai entrepris des démarches pour trouver un nouveau travail. J'ai arrêté de boire complètement. Je suis donc une thérapie, je suis donc sous traitement, sous antidépresseurs. Oui. Donc voilà, moi. Donc de vous-même, vous avez entrepris toutes ces démarches. Oui. D'accord. Oui. Quand encore c'était totalement incertain si on allait se remettre ensemble ou pas du tout. Oui. Donc moi je me suis dit voilà, vu que j'ai une fille, je dois quand même voilà. Il y avait ça aussi. Oui, trouver une certaine stabilité. Voilà, de toute façon, avec ou sans lui. Et c'est vrai que maintenant, c'est pas que je doute, mais je me dis, vu que cette relation a commencé vite, je me dis, est-ce que ce break, finalement, on n'en aurait pas, comment dire, est-ce que finalement, il n'y aurait pas eu vraiment besoin de ce break, pas pour, moi, je ne pense pas pour se dire finalement, on fait chacun notre vie de notre côté, je pense pas, mais plus peut-être pour, voilà, en fait, je me dis, voilà. Qu'est-ce que vous vous dites au juste?
la relation a commencé très rapidement. Oui. Et je me dis que c'est vrai qu'en fait, qui aurait peut-être été Salvatore. Oui. Oui, ça se dit, oui. Oui. N'a pas été là. Donc pour l'instant, il y a, comme dit, la confiance de revenir. Moi, je fais des démarches concrètes. Maintenant, effectivement, la confiance de tous les jours ne revient pas comme ça. Effectivement, s'il est passé sur tout ça, voilà. Parce vous aimeriez renouer, vous, avec lui? Oui, voilà. Pour l'instant. Mais lui a du mal à vous faire confiance de nouveau. Oui, voilà. Et ça, je le comprends tout à fait. Parce que oui. tout ce qui s'est passé, je veux dire, là. Par exemple, pour vous dire, bon, il y a eu les tromperies, après quand il m'a dit... Non, mais j'ai compris tout ce qu'il y a eu, oui. Voilà, mais en plus, c'est que, voilà, par exemple... Mais qu'est-ce qu'il attendait de ce break, lui? Est-ce que clairement, qu'il n'a pas eu le courage de vous parler, de dire qu'il souhaitait mettre un terme à votre relation? Vous savez que ça arrive, hein, parfois. Oui, bien sûr. On n'ose pas dire, et donc on parle de break pour ne pas parler de rupture. Oui. Parce qu'il faudrait pas que vous attendiez non plus, alors qu'en fait sa décision est prise. Ou est-ce que réellement, à un moment, comme il vous l'a dit, et on peut comprendre, lui, ça l'entraînait dans trop de confusion, parce que c'est vrai que c'était un véritable tourbillon, et on sentait que vous vous perdiez, et qu'on peut comprendre que lui se perde dans cette histoire, et qu'il avait besoin de prendre de la distance. Alors qu'en est-il vraiment ? Quand vous vous êtes revus, bon, vous dites vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que il a peur que vous replongiez dans le même type d'histoire, peur d'être trompé de nouveau, peur parce qu'il en est où avec son problème d'alcool, lui? Lui, il boit toujours. Lui, voilà. Alors c'est après, embêtant parce que, vous voyez, vous êtes encore fragile, vous, sur ce plan-là. Vous risquez de. Oui, moi, je suis fragile, donc comme dit, je sors. Voilà, mais moi, je connais sans prétention, je connais ma volonté. Et quand j'ai décidé quand j'ai décidé de plus boire. Oui, mais c'est pas qu'une question de volonté, hein. C'est beaucoup plus dur en fait. Rien qu'en un an, je me suis dit, en un an, tous les mois, quand on me disait, écoute, tu vas te rajouter un problème en plus, je me disais, non, il n'y a pas de souci, moi, j'arrête quand je veux. Finalement, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus difficile que ça. Bon, en tout cas, Alexia, ce qui est très positif, c'est que, à un moment, vous le dites très bien d'ailleurs, avec ou sans lui, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment, vous vous perdiez quand même, et que vous avez entrepris des démarches pour vous-même, pour déjà sortir de cette addiction qui s'installait par rapport à l'alcool, et pour vous essayer d'y voir un peu plus clair avec un thérapeute pour retrouver un projet professionnel. Donc ça, de toute façon, avec ou sans lui, vous le faites pour vous. Et puis, bien, je crois que lui a besoin de voir. C'est vrai que une évolution, ça se voit dans le temps. Il y a une fragilité chez vous, certainement, qui peut pas se régler comme ça en quelques semaines. Donc on peut comprendre aussi que lui ait besoin de voir un peu comment tout ça évolue, mais que vos fragilités ne lui fassent pas oublier les siennes. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez basculé aussi comme ça, c'est parce que vous avez certainement mis trop de fragilité en commun. Bon, et lui a les siennes, hein. Donc peut-être profiter de ça, parce que là on a l'air de dire que c'est lui qui décide de la reprise de la relation ou pas. Vous pouvez aussi dire, Alexia, puisque vous êtes quand même lucide sur tout ce que vous avez vécu et sur vous-même, hein, vous êtes sans complaisance vis-à-vis de vous-même, vous pouvez aussi lui dire que certes vous avez vos propres démons, mais que lui a les siens. Et que notamment ce problème avec l'alcool, ça serait peut-être le moment qu'il s'en occupe. Oui, mais ça je lui ai dit parce que je lui ai déjà dit. Je lui avais dit que si notre relation se stabilisait, si on était plus heureux entre guillemets, si tout rentrait dans l'ordre, et ça je lui avais dit avant qu'on se sépare, on va dire mi-août, je lui avais dit de toute façon il y aura quand même pour toi, il y aura quand même ce problème d'alcool qui sera toujours là. Parlez-lui-en vraiment, et voyez que vos propres difficultés ne masquent pas les siennes, hein, quand même. Que vous ne portiez pas seul le poids de la responsabilité de la relation qui est difficile entre vous, même si il y a une attirance très forte entre vous deux.
Oui, parce qu'il est Voilà, content. donc renvoyez-le aussi à lui-même, je pense, Alexia, puisque de votre côté, vous avez entrepris ce qu'il fallait pour tenter d'éclaircir, de comprendre un peu votre mode de fonctionnement. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Julien Clerc, la jupe en laine. C'est le moment de les ressortir, les petites jupes en laine et les petites robes en laine, n'est-ce pas mon fifi? Il fait froid en ce moment. Allez, on accueille Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Donc je vous appelle en fait parce que j'ai besoin de conseils avisés. Oui. Donc alors je vais essayer de me pencher sur la question. Je ne sais pas quelle question, mais on va en parler après le journal de minuit. D'accord Emmanuel? Oui. C'était juste pour qu'on entende votre jolie voix. Oui. À tout de suite. Il est minuit, vous écoutez Europe 1, tout de suite le journal présenté par Jean-Michel Duez. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h. Je vous rappelle que vous appelez le 39 21 et Quentin et Théo vous rappelleront immédiatement sur votre numéro. Vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit à l'antenne, que vous soyez d'accord ou pas avec les propos tenus. L'important c'est que on vous entende puisque cette émission est la vôtre. Alors vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer des messages au 7 21 21 code nuit. Juste avant le journal de minuit, vous avez entendu la voix d'Emmanuel et nous allons la retrouver dès à présent. Emmanuel. Oui, allô? Oui. Voilà, donc je vais un peu vous expliquer ma situation. Je vais essayer d'être assez claire. Donc en fait, je me suis séparée il y a à peu près 7 mois d'une demoiselle avec qui je vivais depuis 10 ans. Oui. Je pense que c'était une relation qui était terminée depuis longtemps, mais comme j'étais quelqu'un qui avait du mal à faire le deuil, je pense que je fuyais un peu la réalité. Et puis donc en 7 mois, j'ai mis un point d'honneur à essayer en fait de vivre du coup en tant qu'adulte et célibataire, à pas me relancer dans une relation précipitée, de façon précipitée. Et puis aujourd'hui, il faut dire que la relation que j'ai eue pendant 10 ans, à la fin ça s'est terminé, la personne me dévalorisait beaucoup. Donc je me suis toute reconstruite, etc. Et là donc il y a 1 mois et demi, j'ai rencontré une nouvelle demoiselle que j'apprécie beaucoup. Donc je vis encore avec. Vous dites demoiselles, mais ce sont des femmes jeunes? Non, elles ont mon âge, donc des femmes. Voilà. Remarquez, vous êtes jeune, Emmanuel. Oui, j'ai 31 ans, donc on peut dire des femmes. Des jeunes femmes, oui. Voilà, de jeunes femmes. Donc je vis encore avec mon ex, puisque nous avons un appartement en commun. Et j'ai rencontré quelqu'un qui vit encore aussi, qui est dans la même situation. Oui. Donc le premier mois était très bien, puisqu'en fait son ex n'habitait pas chez elle et on arrivait à se voir régulièrement, etc. On passait de très bons moments. Et puis son ex est rentré. Et en fait, elle s'appelle Susanna, cette nouvelle jeune femme. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit de suite qu'elle a toujours beaucoup trompé les personnes avec qui elle était. Et malgré tout, je me suis dit que bon, c'était le passé et que pourquoi pas tenter quelque chose. Je serais peut-être l'exception. Et le problème, c'est que depuis que son ex est rentré, on a beaucoup de mal à se voir, puisque moi n'étant pas seule non plus. Et en fait, le problème, c'est que quand on arrive à se voir, il y a toujours des contretemps. C'est toujours des heures de retard où elle arrive et elle doit repartir aussitôt parce qu'elle a quelque chose à faire. C'est quelqu'un qui parfois peut passer 5 jours sans me donner de nouvelles. Alors à sa décharge, il faut dire que son papa est en procès et qu'il a pris pour l'instant des années de prison, donc il va faire appel pour une histoire qui lui appartient. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, qui est un peu sous le choc aussi de ça, qui va pas forcément très bien, donc qui m'explique la situation un peu comme ça. Mais moi, j'en arrive quand même à me poser des questions, dans le sens où
On se voit peu et j'ai du mal à comprendre un peu sur des créneaux, enfin sur des week-ends qu'elle a de libre, ses heures de retard, ses passages en coup de vent, ses rendez-vous, parfois manqués, etc. Et donc j'en arrive à me poser des questions parce que pour moi c'est compliqué, ça devient compliqué et c'est le début d'une histoire et en fait je me dis est-ce qu'il faut vraiment que je continue là-dedans ou est-ce que c'est moi qui me vous demandez par rapport au discours qu'elle vous a tenu sur le fait qu'elle trompait très souvent, c'est ça, qu'elle était infidèle. Voilà. Elle, si elle est déjà si elle fait ça avec vous. Voilà, parce qu'en fait quand elle m'a rencontrée, elle essayait de quitter une autre jeune femme. Qu'elle a quitté qui quand n'était elle pas m'a son rencontré. ex. Non, une autre. Voilà. Et comment vous a-t-elle dit ça je suis très infidèle. Comment c'est, enfin un peu vous étiez déjà ensemble? Non, pas du tout. C'était donc vous étiez dans un jeu de séduction. Voilà. Et puis on discutait beaucoup et c'est vrai qu'elle m'a dit que elle aspirait à une relation simple, durable, etc. Et donc, elle n'avait pas envie de mentir sur son passé et sur ce qu'elle avait pu faire. Donc, d'un côté, cela m'a rassurée dans un premier temps. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui... Non, mais attendez, déjà, elle fait passer des messages complètement paradoxaux. Parce que elle aspire à une relation simple, durable... Et tout en vous disant, au fond, je ne peux pas m'empêcher d'être infidèle. En fait, elle m'explique ça. Enfin, je sais pas comment. Elle a pas dit je peux pas m'empêcher. Elle dit j'ai été très infidèle. Voilà, parce qu'en fait, elle a eu une relation de 12 ans qui s'est terminée. Et je pense que c'est quelqu'un qui est comme moi, qui a du mal à quitter les gens. Et donc, quand ça n'allait pas, elle avait quelqu'un en parallèle. Voilà. D'accord, donc elle a du mal à se séparer. Oui. Ça reflète ça, elle a du mal à se séparer. Donc elle a quand même une stabilité dans sa relation, elle a un couple comme ça, une union stable de base, voilà. Et à côté elle a des conquêtes. Voilà. Dont exactement. Elle est amoureuse ou c'est uniquement des conquêtes sexuelles? Je pense un peu des deux. Un peu des deux. Voilà. Non, parce que c'est curieux de vous dire ça d'emblée. Parce que sous couvert de je tiens à être sincère, il y a quand même une dimension, il y a un peu de pouvoir là-dedans. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui intègre ça beaucoup dans le jeu de séduction. Oui, mais il y a du pouvoir. Oui. Je cherche quand même à... en général, si vous voulez, quelqu'un qui est infidèle, il y a différentes formes d'infidélité, mais n'affiche pas la couleur comme ça. Alors comment je dois l'interpréter? De deux choses l'une, c'est-à-dire si ça devient trop régulier, ce qui apparemment est le cas, qu'elle vous plante, est-ce qu'elle vous prévient comment ça se passe, ou est-ce qu'elle vous pose des lapins? En fait, non, c'est des retards de 3-4 heures. Donc elle me prévient quand elle peut, en général 2-3 heures après l'heure de rendez-vous. Oui, non, mais ça va pas. Ça va pas. Je suis désolée, parce que là, ça veut dire que vous poirotez en l'attendant. Un peu. Non, mais ça va pas. Ça va pas? Non. D'accord. Non, parce que là, vous voyez, on est dans quelque chose du pouvoir de vous l'attendez, c'est elle qui mène la danse. Exactement. C'est elle qui mène le jeu. C'est l'impression que j'ai. Hors de question. Hors de question. Hors de question. Dès le début de la relation, c'est elle qui fixe les règles. Vous l'attendez, elle se fait désirer. Hors de question. Ça peut arriver une fois, évidemment, ça peut arriver à tout un chacun.
d'avoir un retard à un rendez-vous, d'avoir une impossibilité même de se rendre à un rendez-vous. La moindre des choses, quel que soit d'ailleurs justement normalement avec un interlocuteur, que ce soit un interlocuteur évidemment dans le domaine professionnel, c'est de prévenir, c'est de l'en informer, c'est la moindre des politesses. Bon, avec un ami, on agit de la même façon. Et là, on voit bien dans le domaine amoureux les enjeux de pouvoir. C'est que là, on prévient pas. Alors après, avec tous les moyens qui sont à nos dispositions aujourd'hui, elle a pas de portable, elle a rien. Alors son portable est coupé. Oui, et en fait, bon, écoutez, ça va. Non, en fait, ce qu'elle m'explique aussi, c'est que sur ces retards, c'est par rapport aussi à la situation de son père, où c'est vrai qu'elle dort très peu. Et en fait, c'était des fois, on devait se voir en matinée. Et donc, elle m'expliquait que, épuisée, elle dormait très peu et donc elle n'avait pas pu se réveiller. La deuxième fois, son quoi? Non, en fait, son papa, je vous expliquais qu'il avait des soucis avec la justice. Et le verdict est tombé il y a peu. Et donc, en fait, c'est dans les jours suivants où, effectivement, on avait rendez-vous en matinée et que elle n'a pas pu se réveiller puisque elle n'avait pas dormi de la nuit parce que, voilà, elle n'allait pas bien puisque son papa avait pris de la prison ferme. Voilà. Donc, du coup, je sais pas trop sur quel pied danser, en fait, par rapport à sa situation personnelle. Je sais pas ce qui est de sa propre volonté. Bon, ça s'est passé 2 fois, c'est ça? Oui. Bon, il faut pas que ça se passe 3 fois et pas sur le principe, voyez, jamais 203 ou des choses comme ça. On va pas faire un tiens, 2 tiers, tu l'auras. Voyez, on va pas Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je vais pas vous la faire. Voyez, on va pas faire tous les dictons. Mais faut pas que ça se reproduise. D'accord. Parce que le père est-il réellement en prison? Enfin, voyez, elle est pas aussi un peu mytho? Non, non, vraiment là. Non, là, par contre, là-dessus, j'ai des certitudes par rapport à ça. D'accord. Oui, j'ai vraiment des certitudes par rapport à la situation. Alors, effectivement, si elle a appris que son père fait de la prison ferme, on peut comprendre qu'elle ait passé une très mauvaise nuit. Ça peut arriver que le réveil ne sonne pas et qu'elle est pas entendue et qu'elle dorme. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout un chacun de louper un rendez-vous. Il peut même y avoir un acte manqué. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Et puis simplement de dormir, de pas se réveiller. Ça peut arriver. Mais attention, comme dit Anita, le fait de pas prévenir, ça traduit normalement un manque de respect, quand même, envers vous. C'est pour ça qu'il faut pas que ça se reproduise. D'accord. Parce qu'après, elle aura toujours de bonnes excuses. Parce que c'est pareil, en fait, on habite dans une ville, elle veut pas trop qu'on aille dans la ville, sous prétexte de croiser des collègues, alors que moi je suis pas forcément quelqu'un qui souhaite m'afficher, etc. Donc elle peut être aussi avec une amie. Et puis c'est quelqu'un qui veut absolument venir beaucoup dans mon entourage amical, et par contre qui ne me présente pas du tout le sien. Oui, prudence là aussi. Prudence. Parce que déséquilibre. D'accord. Donc j'ai bien raison de ressentir un peu du... Et est-ce que vous pensez que, vu que c'est frais, en fait, je me dis peut-être que le plus simple serait de couper court de suite? Ça, c'est évidemment. Si vous n'êtes pas plus attaché que ça à elle, oui. Si vous sentez trop de choses ou plutôt si vous ne sentez pas, comme on dit familièrement, vous voyez, on dit je sens pas cette histoire, je sens pas, il y a des choses qui vous, je sais pas, sixième sens, quelque chose qui vous dit de pas y aller, bien sûr que vous pourriez couper court, oui. Oui, s'il y a déjà des choses qui, si en un mois il y a déjà trop de choses, de rendez-vous manqués, de choses comme ça et tout, on peut se dire pourquoi continuer finalement. Bien sûr. D'accord. Bien sûr que vous pouvez le faire. D'accord. Donc à moi de peser le pour et le contre. Oui. Ouais. D'accord. Alors il y a Ninon qui envoie un message là au 7 21 21 en disant si elle vous a prévenu de son infidélité, c'est qu'elle n'a pas encore décidé de changer. Et puis donc voilà un petit peu ce que j'ai. Mais bon, je crois que déjà le fait qu'elle veuille connaître votre entourage et qu'en même temps, comme vous dites, elle ne veut pas qu'on vous voit ensemble. Donc en plus, franchement, autant sur un couple
hommes et femmes, les gens ont tendance vite à jaser. Ah tiens, on a vu les deux ensemble. Ça y est, on les voit. Ils sont ensemble. Comme vous dites, deux femmes ensemble, ça peut être deux amies. Hein. Voilà, surtout donc, que... c'est un peu, vous voyez, pourquoi toutes ces précautions c'est dit, franchement... Bon, alors, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange tout ça. Prudence. Okay. D'accord. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci Emmanuel, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Cat Stevens, Wild World. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je voulais d'abord vous remercier pour vos émissions. Merci. Je vais essayer de faire d'appliquer les conseils que vous avez prodigués à l'auditeur précédent. Pour rester naturel, c'est pas facile. Oui, mais vous allez voir, vous allez y arriver. Oui. Donc moi je vous appelais parce que j'ai un gros souci de communication avec ma mère. J'ai coupé le contact avec elle depuis 3 mois. Oui. Il y a eu un élément déclencheur à cette rupture, à savoir que on est allé chez elle pour un week-end et quand on est arrivé, elle était à 11h du matin très très alcoolisée. Et j'avoue que c'est pour moi une situation très très difficile à gérer parce que c'est une situation qui me remet en contact avec beaucoup d'émotions de mon enfance, on va dire, de mon adolescence peut-être plutôt. À savoir que le compagnon de ma mère n'a eu de cesse de me harceler d'un point de vue sexuel, de l'âge de 10 ans jusqu'à ce que je parte de chez moi. Et ma mère, quand elle travaillait pas, préférait se réfugier en fait dans l'alcool. C'était pas permanent, c'était pas une alcoolique jour et nuit. C'était dans ces moments où elle avait du temps libre, je crois. Voilà. Et c'était entre autres aussi sous l'impulsion de ce monsieur qui avait aussi ses tendances alcooliques. Et donc, du fait, elle est toujours passée à côté de moi. Elle n'a jamais rien voulu voir de ce qui se passait sous ses yeux, sous son toit. Et donc, en fait, j'ai toujours eu l'impression de ne jamais avoir eu de contact avec elle. Et je crois que là, je sais pas, j'arrive à un stade où j'ai envie d'un autre mode de communication. Ben oui, ça se comprend d'ailleurs. Enfin, ça. Et en fait, ça vous fait tellement souffrir. J'ai eu un blocage. Je peux plus lui parler. J'y arrive plus. Depuis cette matinée où vous vous êtes rendu chez elle. Disons, moi, je suis restée dans mon coin parce que j'arrive pas. Alors, soit je deviens très très agressive. Mais bon, là, il y avait mon fils, il y avait mon mari, donc je suis restée dans mon coin. J'ai rien dit, mais et après, elle fait comme si de rien n'était. Tout passe comme si rien ne se passait. Donc, on n'en a pas du tout reparlé, mais bon, je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'est quelque chose la situation là dans laquelle j'étais, c'est une situation que j'ai jamais réussi à vivre de façon posée, quoi. J'ai jamais pu prendre du recul par rapport à ça. Je pense qu'elle a bien senti qu'il y avait un malaise, mais de toute façon, elle parle pas. Vous n'avez jamais pu en parler ensemble. Si, j'en ai parlé quand ma fille est née, parce que je ne souhaitais pas retourner là où elle vivait avec son compagnon. Elle est toujours avec cet homme ? Non, il est décédé. Donc, tant que ma fille était petite et que son compagnon vivait, j'ai refusé d'aller chez elle. Et bon, elle m'a demandé quand même des explications. J'ai pas vraiment donné de détails, mais je pense que c'était assez clair pour comprendre. Et puis, comment dire, les choses... Moi, ce que je trouve effarant, c'est qu'on puisse être dans le déni à ce point, quand les choses se voient aussi à ce point.
Voilà, donc j'en ai parlé jamais frontalement. Jamais. Comment en avez-vous parlé alors ? Une fois par courrier, toujours au sujet de ce problème d'alcoolisme. Alors, comme dit, c'est pas une alcoolique, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours. Elle est capable de se passer de boisson pendant des semaines, voire des mois. Mais je pense qu'à certains moments, quand elle doit avoir trop de choses qu'elle peut plus gérer, elle passe par là. Vous voyez, voilà. Donc, quand il y a eu une fois où ma sœur et moi, on a été confrontés à ce même type de problème auquel j'ai été confrontée il y a 3 mois, et on lui avait écrit un courrier. Pareil, qui mettait quand même les choses assez au clair, et elle nous a donné une réponse qui montrait que, qu'elle voulait pas voir, quoi. C'est-à-dire que pour elle, ça n'a pas existé ? Oui, mais elle y fait même pas allusion. Elle dit, elle a répondu par rapport à son problème d'alcool, mais pas. D'accord. Pas par rapport elle passe. Elle fait comme si elle n'avait pas ce qui était écrit noir sur blanc. Vous aviez écrit. Ah non, c'était. Non, vous non plus, vous n'arrivez pas. Moi, c'était sous-entendu, d'accord. Ouais, c'était sous-entendu. Elle ramène les choses à elle et à son problème d'alcool. Oui. Elle ramène à elle, c'est ça. Même son problème d'alcool, pour elle, n'en était pas. N'en est pas un, oui. D'ailleurs, vous aussi, vous le relativisez. Alors que vous savez, j'ai envie de vous dire, Catherine, que on peut ne pas boire tous les jours et néanmoins être alcoolique. Ah ben ça, j'en suis persuadée. Hein? Oui, non, je vous dis ça parce que vous dites, vous dites que votre mère est dans un déni vis-à-vis de son alcoolisme, mais que vous-même vous intégrez en disant, elle est pas vraiment alcoolique, mais elle peut, à partir du moment où elle s'alcoolise. Comment? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments où elle est tout à fait lucide. Hein, elle est pas alcoolique, mais enfin là, vous me dites que vous y êtes allé comme ça un matin, elle était déjà alcoolisée, c'est quand même assez symptomatique. Ah bah tout à fait. Pour être quand même très alcoolisée dès le matin, c'est quand même très très symptomatique, ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et mais ça, vous avez beaucoup souffert au fond outre évidemment le traumatisme avec ce beau-père qui vous harcelait sexuellement, de cette absence de cette absence de relation, enfin comment on le qualifie, avec votre mère, de votre mère qui était dans sa bulle au fond, qui était dans. Ce dont j'ai envie et qui me manque, je crois, c'est d'être reconnue comme je suis. Elle me voit, mais pas du tout comme je suis. Elle se fait une idée de moi qui n'est pas moi. Elle vous voit comment? Ah ben elle me voit, la fille qui a tout réussi sans problème, avec laquelle elle n'a jamais eu de problème. Elle le dit d'ailleurs. Ça nous est arrivé d'être avec des connaissances à elle, où elle disait moi j'ai jamais eu de problème avec mes filles, tout va très bien, elles ont tout réussi, voilà quoi. Et elle voit pas tout ce qu'il y a derrière, toute la souffrance, toute la solitude, Caroline. Affreux. Vous vous sentez très seule? Ah, j'ai toujours été. Ouais. Petite enfant, oui. Oui, j'ai jamais pu. Petite, j'étais, je pense, hyper rongée par la culpabilité. Après, je pense que j'ai réussi à voir que c'était pas de ma faute et à l'admettre. Je suis passée par des phases de colère. Je suis plus dans la colère. J'arrive à comprendre qu'elle a eu ses souffrances à elle, parce que je pense qu'elle en a eu. Et voilà, et je sais pas comment avancer. Voilà, je sais pas. Je sais plus comment avancer parce que voilà, là je l'ai pas eu en ligne parce qu'on habite quand même assez loin l'une de l'autre. Je l'ai pas eu en ligne depuis 3 mois. Je pense qu'elle commence à se poser des questions, mais elle commence seulement, mais elle a aucune idée de ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Je pense aucune, quoi. Vraiment aucune idée. Ça la rassure. Comment amener les choses, vous voyez? Qu'est-ce que vous voudriez amener comme chose? Qu'est-ce que vous voudriez? Ben moi j'aimerais qu'il se crée une rencontre, mais on peut pas se rencontrer si on passe l'une à côté de l'autre. Et pour pas passer l'une à côté de l'autre, il faut quand même bien prendre en compte le passé de la personne, surtout quand il est tellement lié. Moi, il est quand même lié à ma mère, mon passé. Je veux dire, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut ne pas parler? Est-ce qu'il faut... Je sais pas quoi faire.
Cette version qu'elle donne, cette image même qu'elle a de vous, la rassure, la protège, Catherine. Elle est dans un déni de la réalité. Oui. Qui est pas tout à fait, c'est-à-dire que, bon, ce qu'elle voit, votre mère, c'est que vous avez réussi. C'est-à-dire, vous me parlez de votre mari, de vos enfants. Elle retient ces images-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, d'une certaine façon, vous avez pu construire sur ce plan-là. Peut-être qu'elle n'a pas réussi. J'entends ça, Catherine. Mais elle ne retient que l'aspect positif des choses. Parce qu'évidemment, tout ce qui la ramène à tout ce que vous essayez de lui dire, de votre douleur, de votre solitude, ou finalement de ces souffrances énormes de l'enfance, ça la renverrait trop à elle-même et à sa culpabilité. Et ça, c'est tellement une réalité insupportable qu'elle l'occulte. Elle est dans un déni par rapport à ça, qui la protège. Oui, mais alors au niveau comme par rapport à son alcoolisme, comme tout à fait. Elle est dans ce fonctionnement psychique. Donc je crains, Catherine, que pour le moment, ce que vous avez essayé de faire, tenter de faire par lettre, que ça reste sans réponse, ou en tout cas que vous soyez toujours dans une immense frustration, parce que elle répondra toujours à côté. En revanche, vous, ces douleurs qui sont vous d'enfant, cet abandon que vous avez ressenti, où finalement enfant vous étiez dans un abandon affectif, c'est-à-dire livré aux pulsions comme ça sexuelles de votre beau-père qui s'alcoolisait, à la détresse de votre mère, à la souffrance, qui répondait à cette souffrance parfois en s'alcoolisant, qui était peut-être perdue dans des pensées dépressives ou anxieuses, ou qui faisaient qu'elle était là physiquement mais pas là psychiquement. Pour vous, donc elle n'était pas là. Bon, je sais pas si elle était. Elle a eu beaucoup. J'essaie sûrement aussi. Je sais pas si c'est une protection ou quoi. Elle a eu beaucoup de mal. Elle a eu beaucoup de mal avec ma sœur et moi, parce que mon père, lui, nous a dit de partir de chez lui quand j'avais 10 ans, justement. Elle s'est retrouvée sans rien, sans argent, sans appartement. Elle a toujours essayé de faire face, quoi. Mais par ailleurs, effectivement, elle n'était pas là, oui, en effet, oui. Ah non. Et je pense qu'elle a eu son lot, vous voyez, son lot. Mais Catherine, certainement, mais si vous voulez, là, vous raisonnez aujourd'hui en tant qu'adulte, évidemment, et vous pouvez dire aujourd'hui, en tant qu'adulte, que votre mère n'a pas agi comme ça volontairement, et que tout à fait. Elle a eu son lot de douleurs et de souffrances. Mais l'enfant qui a grandi trop vite prématurément vous hante. Ah oui, complètement. Oui. Parce que finalement, cet enfant-là exige la satisfaction de besoins qui n'ont pas été reconnus en temps voulu. C'est vrai que ce que vous dites, j'ai vraiment eu le sentiment déjà moi de pas avoir eu d'enfance, quoi. Eh ben voilà. Oui, on parle parfois d'enfance blanche, comme on parle de mariage blanc, c'est-à-dire de tout ce qui est non consommé, inachevé. Et si vous voulez que tout ce qui n'a pas pu être suffisamment vécu pour être intégré et dépassé, ça se transforme un peu en fantôme. Et donc c'est important de travailler finalement, de se reconnecter comme ça à son histoire, et pas seulement de la rationaliser une fois adulte, parce que là vous êtes l'adulte qui encore, comme l'enfant petite, trop tôt prend en charge ses parents, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en souffrance. Mais au contraire de donner la parole à l'enfant malheureux,
qui est en vous. Et parce que plus on connaît son histoire, plus on se l'approprie, plus on s'en libère et plus on devient autonome, si vous voulez, psychiquement. Parce qu'une souffrance qui est vraiment assumée, comprise, digérée, elle perd son pouvoir de nuisance. Ouais. Elle, voyez, alors que là, vous êtes toujours dans cette attente. Et on voit toujours relié à votre mère où vous attendez d'elle quelque chose, tout en sachant au fond que pour le moment elle peut pas vous le donner. Je sais pas. Ce qui me, à la limite, sincèrement, moi là ne plus avoir de contact, ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'elle doit souffrir de ça. Vraiment, elle doit beaucoup en souffrir parce que déjà elle doit pas comprendre. Mais moi, voilà, ça me gêne beaucoup de ce point de vue-là. Après, je peux rester, 3 mois sans l'appeler. Ça m'a pas... Oui, mais vous voyez comme vous êtes encore dans la préoccupation, en vous disant, elle doit pas comprendre, vous vous souciez presque plus d'elle que de vous. Mais c'est un souci quand même. Oui, mais peut-être que c'est une étape. Voilà, j'ai pas envie de la faire souffrir. Catherine. Oui, mais votre souffrance à vous, c'est peut-être une étape. Ouais. Pour le moment, il y a des moments où, comme le dit Myriam, être face au déni quand on a extrêmement souffert, c'est destructeur. Myriam le dit. Et ne pas voir votre mère, c'est peut-être une phase. Elle parle bien de phase nécessaire. Parfois, la mise à distance est nécessaire. La mise à distance, c'est pas la séparation définitive. Oui. C'est une façon de vous protéger. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est inconscient. Enfin, le fait que je l'ai pas appelé, je l'ai pas fait exprès. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. C'est une façon de vous protéger. Oui, je pense, oui. Mais bon, ceci dit, elle appelle, elle a eu mes enfants, et je pense qu'elle m'envoie des mails, et là, je suis tellement allée, maintenant, je trouve que c'est long, 3 mois, je sais pas quoi dire, comment faire, que je sais pas quoi faire. Parce que... Moi, je crois qu'il faudrait que vous en parliez, mais pas à votre mère qui ne peut pas vous entendre aujourd'hui. Ouais, bon, j'ai fait des psychothérapies, ça fait 15 ans que je suis suivie par... Pourquoi D? Vous avez... 3 personnes qui m'ont suivie. 3 personnes successivement? Oui, avec des thérapies un peu différentes, mais ça m'a jamais apporté d'aide. J'ai pas eu le sentiment j'ai jamais eu le sentiment d'avancer. J'ai pu exprimer des choses. Je suis tombée sur une personne qui finalement me renvoyait des choses très négatives de ma mère, qui entre guillemets me tapait sur ma mère. C'est pour ça que je suis partie, parce que je trouvais que ça n'avait pas lieu d'être. Et puis j'ai recommencé avec quelqu'un d'autre. C'est pas à elle de le faire, non? C'est pas... Non. J'ai pas réussi. Alors peut-être ça vient de moi aussi. J'ai fait des thérapies familiales aussi, parce que ma fille a eu aussi de gros soucis liés aux miens, parce que ma fille c'est une éponge affective. Et très petite déjà, sans rien lui dire, elle avait des problèmes qui étaient en lien avec ceux que j'avais pu avoir. C'est assez terrible. Donc j'ai fait aussi des psychothérapies familiales. Et j'ai jamais eu le sentiment de me libérer. Jamais. J'ai avancé par rapport à moi-même, parce que quand même, malgré tout, je dirais il y a 10 ans, ou il y a même 20 ans, j'étais de loin pas comme je suis actuellement. Voilà, je suis toujours incapable. Là, par exemple, je sais pas, j'aurais pu dire à ma mère en face le lendemain, écoute, je supporte plus ton attitude, j'ai pas à supporter, je m'en vais, ou je sais pas. Mais non, je suis bloquée, complètement bloquée. Je peux pas parler. Oui, non, mais c'est pas tant le problème de pas arriver à parler directement à votre mère. C'est on sent que vous la protégez beaucoup, mais de toute façon, ça ne peut être que long compte tenu de l'histoire que vous avez. Mais quand vous dites je suis bloquée, je sais pas qu'est-ce qui bloque. Vous êtes bloqué par rapport à quoi? Est-ce que vous avez le sentiment ces sentiments de solitude, de douleur? Est-ce que ça, vous avez pu un peu vous en libérer ou pas?
avec les thérapies? Oui. Quand même. Oui. Je suis bloquée dans le sens où, mais je crois qu'effectivement vous mettez le point dessus, c'est que je la protège et que j'ai peur de lui mettre les choses en face, mais je ne sais pas s'il faut passer par là. Est-ce qu'il faut lui dire les choses en face telles qu'elles ont Pas été? forcément. Voilà, parce que de toute façon, elle veut pas les voir. Mais pas forcément. C'est pour ça que je vous dis, le problème n'est pas tellement là. Mais c'est là vous où je me sens bloquée, moi. Mais non, mais c'est comme s'il y avait un impératif de... Je ne sais pas si vous me dites il faut, je n'ai pas de réponse à vous donner. Chacun fait comme il le sent, comme il n'y a pas... Mais là, ce que je sens, c'est que j'aimerais passer à une étape où elle me voit, oui, comme je suis, avec mes souffrances passées, avec mes énormes difficultés qu'elle a jamais vues. Jamais. À tous les niveaux. Enfin, vous aimeriez lui dire que vous avez souffert. C'est comment on peut avoir une vraie relation en passant à côté de ça. Mais parce que elle-même, et vous savez bien que, enfin, Catherine, quand on est soi-même très en souffrance, finalement, la souffrance fait qu'on est autocentré sur soi. Oui. Or, votre mère, contrairement à vous, n'a fait aucun travail sur elle-même. Non. La souffrance, la seule solution, évidemment, entre guillemets, qu'elle a trouvée, c'est de l'anesthésier par moment avec de l'alcool. Tout à fait. Elle s'anesthésie. Tout à fait. Mais donc, elle n'a pas le même, elle n'a pas les mots, elle, pour mettre dessus. Donc, elle doit être par moment, quelque part, vous l'agressez quand vous parlez de votre souffrance. Vous voyez, elle se réfugie, elle veut pas entendre. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien non plus qu'elle était alcoolisée quand le jour où on est venu, parce qu'on va très peu chez elle. Certainement. Elle devait être angoissée. Oui, je n'aime pas du tout aller chez elle parce que c'est là où elle a vécu avec son compagnon et que moi, c'est pareil, ça me remet en contact avec mon passé. Enfin, donc je déteste aller chez elle. Et donc on y va très très peu. Oui. Une fois qu'on venait, et je me suis dit bien évidemment qu'il y avait un lien de cause à effet. Oui. Que c'est parce qu'on venait justement que... Oui. Et quelque part peut-être elle montrait aussi sa souffrance à elle. Oui. Et là, voilà. Mais dans ces conditions... Il doit y avoir de la souffrance et de la culpabilité. Dans ces conditions, pour moi, il n'y a pas de vraie relation qui peut s'établir et j'ai plus envie d'une fausse relation. Mais c'est compliqué d'être dans une relation de vérité, de sincérité. Ce que vous avez fait en étant dans cette démarche aussi de thérapie, avec toute la difficulté que ça suppose d'être en face de vous-même, ce que votre mère ne peut pas faire. Elle est dans la fuite. Ah oui. Et oui. Et à un moment, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes très différente dans votre façon de réagir. Oui. Dans votre façon d'être. Donc, solution, faut que j'accepte les bons moments avec elle comme ça, mais je dirais, moi, superficielle. Finalement. Pour moi, ça reste superficiel. Parce qu'il n'y a pas la profondeur. Pas forcément. Si vous n'en attendez pas, je pense que vous pourrez d'autant mieux lui dire des choses et qu'elle sera peut-être plus à même de les recevoir si vous en attendez moins d'elle. Alors maintenant, ma question est pratiquement comment renouer le contact. Je la rappelle et je lui dis quoi? Je t'ai pas appelé pendant 3 mois parce que bon... Parce que quoi? Oui, mais parce que quoi? Allons jusqu'au bout. Parce que quoi? Parce que j'avais plus envie. Parce que je pouvais plus. Franchement, parce que c'était douloureux pour moi. C'est là aussi d'aller au fond des choses. Parce que c'était douloureux pour vous. Oui, voilà, oui. C'est là où vous pouvez aussi dire c'était douloureux pour moi de ne pas de se voir sans pouvoir vraiment se parler. Et la dernière fois, quand je suis venue, tu n'étais pas en état. Oui, c'est clair. Oui. Ça peut se dire aussi. Et c'était difficile pour vous de l'avoir dans cet état-là. Ça peut se dire sans que ça soit culpabilisant. Oui, c'est la façon de le dire qui est importante, oui. Et dire que ça vous a ramené
à votre enfance. Ça a réveillé trop de souvenirs douloureux. C'est une façon de dire les choses. Ouais. Alors, il y a aussi que j'ai voulu passer par cette étape, puis après je me suis dit, ah non, pas par téléphone, c'est froid, c'est distant, c'est... Vous auriez encore des choses à travailler, hein. Oui, sans doute, oui. Ouais. Je pense, parce que vous protégez encore beaucoup votre mère. Je ne dis pas qu'il faut l'accabler. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce n'est pas au thérapeute qui vous suit d'accabler votre mère. Peut-être que votre thérapeute, volontairement, à un moment, a un peu exprimé de l'agressivité à l'égard de cette mère qui ne vous a pas protégé, de fait. Oui. Bon, elle a sa souffrance, certes, mais en tant que mère, elle ne vous a pas protégé. C'est aussi un fait. Oui. Bon. Et le thérapeute est là pour vous entendre, vous, dans votre souffrance. C'est tout votre paradoxe aussi, hein, Catherine. Vous avez besoin d'être reconnu, d'être entendu dans votre souffrance, et en même temps, quand vous avez en face de vous un thérapeute qui vous entend, qui accueille cette souffrance, Ouais. et qui finalement dit que en face de vous, votre mère ne vous a pas soutenu et protégé, vous rejetez ce thérapeute. Vous voyez toute votre ambivalence aussi, hein. Oui. Bon, donc d'accord, elle est dans l'incapacité de le faire, mais j'en ai perdu le fil de ma pensée. Ce que je voulais dire par là, c'est que votre mère vous êtes à la fois dans une démarche de protection vis-à-vis d'elle, mais pas suffisamment vis-à-vis de vous. Oui. Donc il y a quelque chose quand même à travailler. Comme dit Myriam, ne pas s'autoriser à ressentir, exprimer votre violence envers votre mère vous entrave. Je dirais aussi votre agressivité. Peut-être plutôt que violence. Parce que l'agressivité, c'est aussi quelque chose de sain. Oui. Voilà. Et je pense que c'est effectivement, je rejoins assez Myriam, quelque chose qui vous entrave. Je pense qu'il faut que je sais pas si vous avez pu l'exprimer lors de thérapie. Oui, et j'avais l'impression d'avoir. Je suis passée par une période où j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, oui, beaucoup. J'avais l'impression d'avoir réussi à passer à autre chose, quoi. Moi, je crois qu'il y a des choses qui restent quand même à travailler. Ouais. Bon, moi, je vais reprendre des contacts. Mais je suis embêtée parce que j'étais partie sur une idée, je viens de la perdre là. Bon, je suis désolée, ça peut arriver. Vous aviez dit que j'avais besoin d'être reconnue, d'être entendue, et donc je sais pas si c'était ça. Oui, c'est à propos de la reconnaissance. Ouais, et que paradoxalement, finalement, quand j'étais entendue, voilà, je passais à autre chose. Finalement, je crois peut-être que ça me fait peur quelque part. Non, vous en avez besoin aussi, mais c'est très compliqué parce que votre mère vous l'aimait aussi. Oui, vous l'aimez, voilà, oui, et vous pensez que si on l'attaque, voilà, on va la détruire ou quoi. Pas du tout. C'est à un moment, je crois qu'il y a aussi, vous pouvez on peut exprimer de l'agressivité sans pour autant l'attaquer et la détruire. Vous voyez, on est fondamentalement ambivalent dans nos relations. Voilà. Mais vous attendez d'elle quelque chose qu'elle n'est pas à même de vous donner pour le moment. Oh, oui. Voilà. Oui. Donc, attention à ça. Ouais. Voilà. Bon, vous me conseillez quand même de reprendre contact par téléphone. Oui, bien sûr que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, même si vous ne dites pas au téléphone. Et je pense qu'elle vous posera pas de questions. Hein. Elle sera heureuse de vous entendre. Non. Elle sera heureuse de vous entendre. Voilà. Je trouve ça terrible. Elle ne peut pas, Catherine, pour le moment. Elle ne peut pas. Dites-vous ça. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup pour vos conseils. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.